bonjour à tous. Alors, je suis Camille Marc, je suis responsable du conseil et de l'incubation ici au Philantrolab, et donc je vais être très très brève puisque vous n'êtes pas venus pour m'écouter moi, mais plutôt pour avoir des nouvelles de ce sujet de la raison d'être des fondations. Juste un petit mot pour vous dire bienvenue ici au Philantrolab, que certains d'entre vous connaissent peut-être et que d'autres vont découvrir ce matin. Un bref petit mot, le Philantrolab c'est le premier lieu dédié à la philanthropie qui a vocation à la fois à favoriser l'écosystème de la philanthropie, être un outil, être un lieu de travail, être un lieu d'accompagnement, et puis aussi de participer à la réflexion et à la démocratisation des sujets d'engagement, de philanthropie, de dons au sens large. La plupart d'entre vous le savent peut-être, on a donc enfin inauguré ce lieu en grande pompe et au grand public ce week-end, et donc c'est aussi le coup d'envoi pour nous d'une programmation qui va être plus fournie et plus variée, et donc voilà, on est ravis ce matin d'organiser cet événement en partenariat avec Pixelis, donc Aurélia prendra la parole juste après moi, et puis Make.org qui sont nos résidents, puisque vous le savez peut-être, on accueille dans nos murs de nombreuses structures, porteurs de projets, mécènes, philanthropes, tous d'intérêt général, et il nous paraît aussi important de co-construire la vie de ce lieu avec les gens qui en font la vie quotidienne. Donc bienvenue à tous, je laisse la parole à Aurélia, et je vous souhaite une belle table ronde en notre compagnie ce matin. Merci beaucoup Camille. Bonjour, alors je m'appelle Aurélia Carré. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous, et déjà je vous remercie d'être là aujourd'hui, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Merci au Philantrolab et à Make.org effectivement d'avoir organisé ce coup d'envoi pour l'inauguration du lieu. Alors, on est là pour vous parler pendant 20 petites minutes. Alors, j'ai pas de minuteur, je vais essayer de tenir mes délais. Pour vous parler d'une étude que l'on a nommée « À l'ère des sociétés à mission, quelle est la raison d'être des fondations ?» Et alors, on a mis nos petites bouilles parce qu'effectivement, il y a des gens, et surtout des femmes, vous voyez, qui sont derrière cette étude, des femmes assez engagées qui se posaient mille et une questions au sein de l'agence Pixelis. Pixelis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence de branding et une agence de design. On a 26 ans d'existence et on est totalement indépendant. Donc l'indépendance nous permet une grande liberté et de porter des sujets qui nous tiennent à cœur, et particulièrement le sujet des fondations. Alors moi-même, je suis directrice conseil au sein de Pixelis, et surtout je suis l'ancienne directrice de la Fondation Yves Rocher. Donc j'ai passé de nombreuses années auprès de Jacques Rocher sur des sujets d'intérêt général, et ça m'a vraiment passionnée, ça m'a marqué, et je pense que c'est resté très très ancré. Et quand je suis arrivée chez Pixelis, cette agence qui accompagne les marques sur 3 niveaux, c'est-à-dire le sens, l'apparence et l'expérience. Le sens, c'est ce que vous faites avec vos fondations, c'est se poser la question, c'est quoi mon positionnement ? Quelle est ma stratégie ? Comment je me projette sur l'avenir ? C'est quoi ma vision du monde ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sens. Une fois qu'on a fait ce sens, on travaille son apparence. L'apparence, c'est mes codes et mes territoires. Donc plus vulgairement, c'est un logo, c'est une identité visuelle, un design qui vous permet d'exister et d'être identifié auprès de vos parties prenantes de manière singulière et qui vous ressemblent. Et enfin, l'expérience, c'est comment ces codes et ces territoires, comment ces mots sont exprimés sur des supports de communication comme un site internet, une plaquette de communication, un rapport d'impact par exemple qui aujourd'hui est en train vraiment de se développer. Donc voilà ce que l'on fait chez Pixelis. On le fait aussi donc bien sûr pour des marques, mais également pour des fondations, pour des associations. Et ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les fondations, et on s'est posé la question, en tout cas moi je me suis posé la question, entre le moment où je travaillais à la Fondation Yves Rocher il y a de nombreuses années, je ne vous dirai pas combien, mais vous pouvez aller voir sur LinkedIn, il n'y a rien de secret. Et aujourd'hui, je me suis dit, mince, les fondations ont vraiment évolué. J'avais une vision de fondation un peu à la papa. Il y en avait quand même qui fonctionnaient comme ça, un peu, ce qu'on va dire, la danseuse du président. Ça existait beaucoup à l'époque. Et en fait, j'étais vraiment surprise de voir à quel point les fondations se sont professionnalisées. Il y a eu un effet déclencheur. Alors, je pense que 2015, avec les accords de Paris, y a beaucoup contribué. Mais avec le Covid, on s'est rendu compte que ça s'est totalement accéléré. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que nous, agence de branding, est-ce qu'on est à notre place ? Est-ce qu'on a compris les fondations ? Est-ce qu'on est les mieux à même de les accompagner ? Et donc, la démarche initiale, elle est là. Et donc, on a travaillé, avec l'équipe, on a travaillé auprès de... on a fait 20 entretiens avec 17 fondations d'1 heure, où on leur a posé
un certain nombre de questions assez larges, donc assez qualitatifs, on n'était pas sur la quantité, mais on a exploré les conditions de succès, on a travaillé à la fois la raison d'être, on a travaillé bien sûr le marketing et la communication, et enfin la mesure d'impact. On a essayé d'être le plus large possible sur différents scopes. Donc je vais vous faire de manière assez... alors au début ça va être un peu pénible, donc c'est beaucoup moi qui vais parler, mais après je vais vous interroger, vous allez parler un petit peu avec moi. On va voir justement de manière intuitive quelles sont vos perspectives justement sur ce sujet. Donc les enjeux prioritaires des fondations, on en a identifié un certain nombre et je vais vous parler surtout des prioritaires. Hein. Le premier, renforcer l'impact de ces actions. L'impact, c'est un sujet encore aujourd'hui, encore au sein des fondations, extrêmement cristallisant, extrêmement complexe. Je vais revenir après dessus. On sent que c'est un enjeu majeur, mais c'est un sujet dont on a du mal encore à en cerner les contours et on a du mal à en parler. Donc le deuxième enjeu, c'est renforcer l'ancrage de la fondation sur ces territoires. Je le joins au troisième point qui est mobiliser l'interne, donc particulièrement pour les fondations d'entreprise. On se rend compte que la mobilisation de l'interne, notamment quand je fais du mécénat de compétences, est un enjeu clé. Et renforcer l'ancrage de la fondation, que ce soit pour une fondation internationale qui agit donc, depuis la France, mais sur un rayonnement international avec des relais dans ces pays, on sent que l'ancrage territorial est fondamental, mais également ici en France, je vous donne un exemple avec la fondation Pierre et Vacances, qui choisit ses projets, donc l'un des critères de choix prioritaires, et l'ancrage territorial. C'est-à-dire qu'il faut que mon porteur de projet soit le plus proche de mes salariés pour que mes salariés puissent agir de manière simple et directe auprès de mes associations. Ensuite, on en a un certain nombre, le changement d'échelle, influencer le secteur de la philanthropie, qui est aussi pour certaines fondations extrêmement important, et les autres qui sont un peu plus mineurs. On fait un petit zoom sur le marketing, ça nous intéressait de creuser ce point, puisque je reviens encore une fois à l'époque où j'étais à la Fondation Yves Rocher, le marketing était, ou la communication même, était quand même un mot un peu vulgaire. On est une fondation, est-ce qu'on a besoin de communiquer? Pourquoi? Pour qui? Est-ce qu'on a besoin de raconter qui on est? Oh non, je veux surtout montrer mes porteurs de projet, je veux moins montrer qui je suis. C'était un sujet compliqué. Aujourd'hui, en tout cas, on a le sentiment à travers cette étude qu'il y a eu un point de bascule, que les fondations assument davantage le fait de communiquer. Alors, attention à la limite, encore une fois, hein, une fondation n'est pas là pour ramener du business à l'entreprise mécène, si on parle d'entreprise, de fondation d'entreprise. Mais quand même, certaines grandes fondations, par exemple la fondation Daniel et Ina Carasso, a complètement intégré les techniques du marketing, mais à des fins d'intérêt général, c'est-à-dire proposer le meilleur service, adressé à ma cible. Donc il faut que je connaisse ma cible, il faut que je connaisse mes porteurs de projet, mes partenaires, mes parties prenantes, et proposer un service qui corresponde. Mais on sent que c'est, voilà, on a mis quelques citations, on a besoin de communiquer, mais on ne le fait pas très bien. Comment faire comprendre mon positionnement et comment faire comprendre mon message. Donc on sait que c'est important, mais on ne sait pas vraiment comment le faire. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec Pixelis, bien sûr. Alors, les enjeux marketing, le premier, c'est donner envie d'agir. On sent qu'il y a un élan qui est nécessaire pour porter, justement, le sujet d'intérêt général. Et après, vous avez 4 points qui sont au même niveau. L'influence, on sent que l'influence, c'est un point qui est très très important, un enjeu clé pour un certain nombre de fondations. Déployer un discours de preuve, donc on est dans un autre registre, et vous verrez que là, on commence à distinguer différentes typologies de fondations, entre une qui dit « moi, ma priorité, c'est d'influencer », alors que non, moi, ma priorité, c'est de montrer que mes actions ont un impact. C'est plus des enjeux de marketing, hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait l'un ou l'autre, mais c'est plus les enjeux de marketing. Et enfin, au même niveau, créer de la confiance et renforcer son utilité. Je passe un peu vite, on a l'étude détaillée, si ça vous intéresse, bien sûr, je vous la ferai parvenir. Vous viendrez me voir à l'issue de la conférence, enfin, je ne sais pas comment on peut récupérer les mails, mais je vous la ferai parvenir, bien sûr. La mesure d'impact, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un sujet complexe. C'est certes un outil de réassurance, c'est également un outil de communication. Pourquoi? Alors on en a donné quelques exemples. Parce qu'on a de la visibilité sur ce qui se passe. On sait concrètement ce qui se passe sur le terrain.
On répond à ces objectifs. J'ai fait ma mission, vision, valeur, j'ai fait ma feuille de route, je sais quels sont mes objectifs et la mesure d'impact me permet de suivre justement cette mesure. Donc je remplis mieux ma mission. Donc j'objective mes promesses de partenariat avec à la fois les donateurs, donc les fundraisers ou mon entreprise mécène, et bien sûr les porteurs de projets que je suis. Et enfin, je légitime la démarche de ma fondation auprès du grand public et auprès des publics en général. Donc, on a quelques citations, si ça vous intéresse. On en a d'autres, effectivement, dans l'étude. Mais on sent que c'est fondamental. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est controversé. La mesure d'impact est encore aujourd'hui controversée. Sur les 17 fondations qu'on a interrogées, il y en a quand même 20. Bon, alors, c'est pas forcément un panel représentatif, mais quand même, c'est un signal faible. Il y en a quand même presque 20% qui n'avaient pas fait de mesure d'impact. Alors, soit qui étaient totalement réfractaires, qui n'allaient pas le faire, soit qui étaient sur la voie de cette mesure, mais voilà, avec des limites théoriques, avec des freins. La mesure d'impact, ça sert à mieux vendre, à mieux se vendre. La mesure d'impact, c'est super, mais ça prend du temps. On n'a pas les ressources, on n'a pas les financements, ça coûte horriblement cher. Quand on n'a pas d'outils que l'on a créés, nous, on est obligé de faire appel à des partenaires, à des agences ou à des cabinets, et ça coûte de l'argent. Mais pour quels bénéfices? Est-ce qu'on est sûr des bénéfices de la mesure d'impact? Et on a également la mesure d'impact est une action de communication, et finalement, ça n'apporte pas du tout, ça n'améliore pas du tout les actions sur le terrain. Donc, est-ce que cela fait vraiment évoluer les actions sur le terrain? Je ne crois pas. Donc, ça reste quand même un sujet un peu clivant, un peu complexe, et je pense qu'il y a un grand travail, notamment de la part des cabinets et vraiment des personnes expertes de ce sujet, pour continuer à convaincre les fondations. Puis je vais ajouter un point, il y en a certaines qui le font déjà très bien, et je pense que, vous verrez, ça fait partie des valeurs, le faire ensemble. Donc je pense que c'est important de se rapprocher des structures qui savent le faire, qui ont mis en place des programmes, des méthodes pour s'appuyer sur elles et pour partager les connaissances. On a posé la question aussi des conditions de succès des fondations. On en a identifié 4, tant qu'il y aura de l'argent à donner. Effectivement, tant qu'on aura de l'argent à donner et tant qu'on aura des publics vulnérables ou en difficulté dont l'argent est nécessaire, dont le fléchage et le soutien est nécessaire, on sent que c'est un levier fondamental. Le deuxième, c'est un point qui est revenu dans de nombreuses fondations, si la relève est assurée. C'est-à-dire que ce soit au sein des structures des fondations ou alors des associations, on sent qu'on a une jeunesse qui a du mal à s'engager, qui a du mal à être fiable. Alors on sent qu'il y a des valeurs, on sent qu'ils ont envie, en tout cas ils croient à un avenir meilleur, ils ont envie de donner du sens à leur métier, mais quand même avoir un travail qui finalement rapporte pas tant d'argent que ça, où on a des contraintes, où on est obligé de faire un peu don de soi, on sent que c'est un peu compliqué. Donc le sujet de la relève est quand même un point important pour un certain nombre de fondations. La troisième, si elles font la démonstration de leur utilité, forcément, il faut que je reste utile et que je montre, et notamment la mesure d'impact sert également à lever ce frein. Et si on a encore besoin d'elle, ça vient un petit peu avec la slide suivante qui est sur les utopies, le champ des possibles. Si j'avais une baguette magique, on aura posé la question, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais avec cette baguette? La première, c'est que moi, j'aimerais bien avoir des moyens pérennes. C'est compliqué de me projeter dans l'avenir, c'est compliqué pour moi d'avoir une vision à long terme, d'avoir une vision qui se projette et d'accompagner mes porteurs de projets dans la durée si finalement je ne suis pas sûre des moyens qu'on m'attribue. Donc c'est compliqué de travailler, de se projeter avec ce frein. Le deuxième et troisième point, je vais les mettre ensemble. Faire cesser la logique de compétition. Même quand on est une fondation, on a quand même des compétiteurs. En tout cas, ça m'est revenu un certain nombre de fois. Et certaines fondations, justement, ont décidé de casser cette logique et notamment, on l'a vu avec le Covid, on a vu des beaux exemples, et de travailler ensemble. Je vais vous donner 2 exemples. La fondation Carasso s'est associée avec le Centre français des fondations pour créer une coalition climat. Donc ils ont dit, moi j'ai une idée, enfin j'ai pas une idée, moi j'ai un combat, je fais ma part en tant que fondation, mais j'aimerais bien qu'on ait plein à faire notre part, et si ensemble finalement on rassemblait nos forces, nos méthodes
nos doutes également. Ça nous permettrait peut-être d'être plus forts demain et d'adresser cet enjeu majeur dont aujourd'hui tout le monde parle, pas uniquement les fondations, mais en tant que fondation, je fais ma part. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller sur le site de la Coalition Climat. Alors, allez voir sur le Centre français des fondations, vous trouverez le lien. Mais en tout cas, c'est un bel exemple justement de mobilisation pour adresser une cause commune. Il y en a une deuxième, c'est, peut-être que Charlotte en parlera tout à l'heure, de la Fondation Maison du Monde. Avec un certain nombre de fondations, ils ont créé le Fonds pour l'arbre. Le Fonds pour l'arbre, je me fais des challenges moi-même. Le Fonds pour l'arbre avec d'autres fondations. Donc, il y a la Fondation Yves Rocher, il y a Maison du Monde, il y a Nature et Découverte, enfin, il y en a un certain nombre. Et l'objectif, c'est protéger la biodiversité, éviter l'érosion des sols, protéger les écosystèmes. Et donc, chacun le faisait de son côté. Donc là, ils ont créé un fonds qui permet de rassembler plus, justement, de moyens humains et financiers et d'adresser un sujet à l'échelle nationale. Donc, c'est des beaux exemples, justement, de belles réussites, avec sans doute des freins, mais on pourra en parler avec Charlotte. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça se multiplie, cette tendance. Rendre le don accessible à tous, ça c'était une idée qui a été soulevée par plusieurs personnes. Alors on parle d'utopie, hein, mais vous voyez aujourd'hui que c'est dans certains programmes de nos amis qui se présentent à la présidentielle, d'allouer une somme à chaque citoyen pour l'inciter, pour lui donner envie de donner. Et pour que le fonds ne soit plus directement donné des pouvoirs publics aux associations, mais qu'on passe par une dotation individuelle et que chacun se responsabilise dans l'acte de donner. Et le rééquilibrage des forces, on le voit de plus en plus sur certaines associations qui ont le choix du mécène. Et de plus en plus, on le voit, mais c'est un souhait, donc ce n'est pas encore suffisamment aujourd'hui le cas, mais rééquilibrer les forces entre le mécène et le mécéné. Donc voilà pour le champ des possibles. Sur l'analyse de données, c'est bien, j'ai fait vite. Plutôt que ce soit moi qui vous donne les informations, j'aurais bien aimé qu'on le fasse de manière interactive. Puis en plus, il est un petit peu tôt, vous avez pris un café, donc c'est le moment de réagir. Donc j'espère que vous participerez. On a identifié 3 sujets. Au début, quand on a fait ces études, on ne connaissait pas l'issue, les résultats. Forcément, on fait une étude, on a une intuition, mais on ne sait pas sur quoi on va arriver. Et en fait, on s'est rendu compte, en analysant toute cette donnée, qu'on avait réussi à identifier 5 profils de fondations, quel que soit leur statut et leur typologie. C'est-à-dire que si je suis un fonds de dotation ou une fondation reconnue d'utilité publique, finalement, je me retrouve sur un profil commun. Les profils communs, on les a identifiés, ils sont à droite, vous les voyez. On a le labrador. Alors le labrador, il est quoi? Il est fidèle, il accompagne la personne malvoyante, il accompagne sur le long terme. On a le colibri. Bon, le colibri, je ne vous le présente plus, hein, Pierre Rabhi, je fais ma part. Toutes les fondations vous diront qu'elles font leur part, mais certaines le disent de manière plus ou moins forte. On a le lion. Le lion, il fait quoi? Il influence les animaux de la jungle, il prend la parole. On a la fourmilière. La fourmilière, c'est composé d'une multitude de fourmis qui se rassemblent pour peser plus fort. Et enfin, on a l'alien. L'alien, il fait quoi? Il fait le pas de côté. L'alien, il ose soutenir des projets que peut-être d'autres ne soutiendraient pas. Donc on a ces 5 profils. Je vais vous proposer par sujet un certain nombre de... Là, donc on a 3 sujets, le rôle des fondations, leur trajectoire et les conditions de succès. Donc pour chacun des sujets, vous allez me dire, en fonction des items, si pour vous, c'est plus un colibri, un lion, un alien, une fourmilière ou un labrador. Ça m'intéresse de voir intuitivement vers quel profil vous arriverez. Donc le rôle, je vous ai remis les petits personnages en haut à droite. Le rôle des fondations aujourd'hui. On en a identifié 5. Donc il y en avait plus, mais on les a vraiment rassemblés, ceux qui nous semblaient les plus prégnants. 1. Agir en complément de l'action publique. 2. Soutenir et développer la force du collectif. 3. Prendre des risques et des paris sur l'avenir. 4. Faire du temps long une force. Et 5. Faire du lobbying et de la plaidoirie. Alors vous allez me dire, mais moi je fais les 5. Mais c'est bien de faire les 5, mais ça ne dit pas de vous qui vous êtes. Là, l'exercice, il vous oblige à vous positionner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout.
Donc, quel est le rôle majeur si je suis une fondation, donc si j'agis en complément de l'action publique, est-ce que je suis un labrador, selon vous, un colibri, une fourmilière, un lion ou un alien? Est-ce qu'il y en a qui oseraient se tenter, se lancer? Labrador, et j'agis en complément de l'action publique. Attention, le profil dominant. Alors non, c'est pas la bonne réponse. Le colibri, exactement. J'agis en complément de l'action publique, c'est le colibri. C'est-à-dire que je fais ma part, mais je ne le fais pas seul, j'agis en complément. Soutenir et développer la force du collectif. Celui-là, il est facile. Fourmilière, exactement, bravo. Et pour certaines fondations, le rôle prioritaire, c'est de soutenir et développer la force du collectif. Et c'est là que ça devient intéressant. Posez-vous, vous, la question de votre fondation sur quel est le rôle principal de votre fondation. Prendre des risques et des paris sur l'avenir. L'alien, exactement. L'alien, il propose une autre réalité. Il ose soutenir des projets que d'autres ne soutiendraient pas. Faire du temps long une force. Labrador, ben voilà, vous avez compris. Donc intuitivement, vous avez naturellement porté les profils. Donc faire du temps long une force. Effectivement, je crée de la confiance. Je m'inscris dans le temps long et je soutiens et je grandis également avec mes porteurs de projets. J'avance avec eux. Et faire du lobbying et de la plaidoirie. Le lion, exactement, le lion comme par exemple, moi je pense à la fondation Daniela Carasso. On a vu également dans l'étude qu'il y avait une différence entre la perception qu'on avait nous en tant que fondation, donc ma fondation je l'aperçois comme ça. Par exemple, Carasso il se voit comme une fondation colibri. Je fais ma part, je suis modeste, je fais ma part, je ne vais pas plus loin. Et alors que quand on interroge d'autres acteurs sur leur perception de la fondation Colibri, ah non, non, sur la fondation Carasso, ah non, non, eux, ce sont des aliens ou ce sont des lions. Donc c'est intéressant aussi de voir la différence. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de positionnement, justement, entre tel que je me vois, moi, et tel que, finalement, mes partenaires, mes parties prenantes me perçoivent. Là, alors, on va faire le même petit exercice sur la trajectoire des fondations. Vers quoi je me projette entre hier et puis demain. On est vraiment sur de la projection. Vers un outil stratégique. Alors, je vais vous les donner. Vers un outil stratégique, une approche plutôt holistique, une démarche de prospective, une transmission des savoirs et savoir-faire et un militantisme croissant. Est-ce que vous avez des intuitions sur l'outil stratégique? Un outil stratégique, je me professionnalise, je mets en place des indicateurs, j'évalue, je mesure. Le colibri, j'ai entendu le colibri là-bas? Exactement, c'est tout à fait, bravo. C'est le colibri. Le colibri fait sa part, mais il est organisé, il est ordonné. Une approche holistique. Fourmilière, bravo, c'est exactement ça. Donc je m'appuie sur les autres et j'ai une approche holistique et systémique, tout à fait. Une démarche de prospective. Voilà. Donc je vais m'en aller, je vais vous laisser maintenant. Une transmission des savoirs et savoir-faire. Le labrador, exactement, il transmet, il fait du temps long une force, et il travaille la confiance. Et le militantisme croissant, je prends la parole, exactement, je le fais savoir, et je suis le lion. Dernier petit exercice sur les conditions de succès des fondations demain. Qu'est-ce qui fera qu'une fois que je suis alignée, je sais qui je suis, quel est mon rôle, quels sont mes enjeux. Demain, bah, finalement, ma fondation arrivera à atteindre ses objectifs. Donc déployer un discours de preuve, donner envie d'agir, renforcer son utilité, créer de la confiance et influencer les pouvoirs publics et les acteurs du mécénat. Donc là, ça va être facile. Déployer un discours de preuve, on en a parlé tout à l'heure. Colibri, c'est exactement ça, colibri, tout à fait. Je donne envie d'agir. Ça, c'est un peu plus compliqué, c'est moins direct. Est-ce que vous avez une intuition, sinon je vous donne la réponse? C'est la fourmilière, exactement, bravo. Bon, après, on a remis le même ordre, donc c'est un petit peu facile. Renforcer son utilité. Pardon? L'alien, exactement. Créer de la confiance, le labrador. Et enfin, influencer les pouvoirs publics et les acteurs du mécénat, le lion.
Donc vous avez ces 5 profils, on a mis quelques exemples. On a fait un petit jeu en ligne. C'est pareil, je pourrais vous envoyer le lien avec le rapport complet. C'est intéressant en fait de se poser la question, peut-être en équipe ou de manière individuelle puis en équipe, de confronter les résultats pour vraiment identifier votre profil et voir si finalement votre positionnement est en accord avec ce qu'on disait tout à l'heure, donc le sens, l'apparence et l'expérience. Est-ce que vraiment tout ça est aligné au profil d'une meilleure action, un meilleur impact ? Donc on a donné l'exemple, la Fondation Vinci, qui est plutôt, à mon avis, Vinci Autoroute, pardon, qui est plutôt un colibri, la fourmilière, comme la Fondation Entreprendre. Donc Carasso, c'est Alien ou Lion. On a mis quand même Épique en Lion. Et le Labrador pour la Fondation Partage et Vie. Donc je vous invite à faire l'exercice en équipe, hein, surtout, c'est quand même assez intéressant. Voir avec également vos parties prenantes, avec vos porteurs de projets, par exemple, ça peut être intéressant. Et je crois que j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez récupérer l'ensemble de l'étude. Et je vais inviter maintenant Benjamin, Charlotte, Rémi et Samira à la suite de cette matinée qui est consacrée maintenant à une table ronde qu'on va essayer vraiment de ne pas faire de manière succédée, mais vraiment complémentaire et collaborative. Et Benjamin, je te laisse la parole. Merci de votre écoute. Alors, je ne sais pas si Samira Djouadi est finalement arrivée, je ne suis pas sûr, mais je vais demander à Charlotte Joncher, qui est responsable développement de la Maison du Monde Fondation, de me rejoindre. Rémi Leclerc, qui est directeur opérationnel de MECDoc.org Fondation, de me rejoindre aussi. Et un grand merci, parce que j'ai cru comprendre que donc, toi, tu habitais ici, tu es résident ici. Ok, super. Alors, on va s'adapter. Parce que j'avais les questions un petit peu dures. Ah, super. Samira, c'est le moment de nous rejoindre. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, je suis Benjamin Hainaut. Je suis consultant depuis une vingtaine d'années. Je travaille plutôt pour les organisations et en particulier pour des entreprises sur des stratégies RSE et d'impact. Et je suis particulièrement intéressé par ces enjeux et ces sujets-là, puisque j'étais auditionné à l'époque de la réalisation de la loi Pacte et de ce fameux sujet des sociétés à mission. J'ai été auditionné dans les rapports préparatoires à titre d'expert. Et j'ai fait à l'époque, un peu pour la première fois, beaucoup de lobbying pour essayer d'influencer cette loi Pacte. Et je ne l'ai pas dit, je suis aussi consultant et je contribue aussi avec les équipes Pixelis. Aurélia, peut-être pour commencer, alors Samira, bienvenue. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Oui, juste, Aurélia, c'est le sujet des sociétés à mission. Donc ça, c'est plutôt, moi, cet univers que je connais bien mieux que finalement le sujet des fondations. Les entreprises aujourd'hui, grâce à cette loi Pacte, se questionnent non plus sur la diminution de leurs impacts négatifs. Donc comment est-ce que je vais être moins mauvais finalement sur un impact environnemental, sur un impact social ou sociétal, mais maintenant elles se challenge sur une contribution sociétale beaucoup plus large. Dans des entreprises agroalimentaires, elles vont tout de suite arriver sur un sujet qui va être agroalimentaire, finalement c'est égal à nutrition, égal santé. Dans la cosmétique, on va se poser des questions non plus sur l'efficacité, l'innocuité d'un produit cosmétique, mais on va aller plus loin, on va être sur un sujet de biodiversité, on va être sur des sujets de reconnecter les hommes à la nature, donc quelque chose de beaucoup plus large. Donc dans tous les secteurs d'activité, finalement, les entreprises qui se questionnent sur leur raison d'être formulent une mission qui, si elles le souhaitent demain, seront écrits dans leur statut. Et donc elles changent, elles font évoluer leur statut, c'est assez important. Mais en formulant finalement cette raison d'être, la mission qu'elles se sont écrites dans les statuts commence très fortement à prendre une connotation de mission d'intérêt général, qui jusque-là était un petit peu le précaré et la formulation des fondations. Du coup, Aurélia, dans le rapport, dans les interviews que vous avez pu réaliser, comment est-ce que tu as identifié les évolutions de stratégie de communication ? Sachant que tu le disais tout à l'heure, stratégie de communication lorsqu'on est une fondation, ça a pu être un peu une connotation péjorative jusque-là.
Comment tu as vu ces évolutions de stratégie de communication ? J'en ai parlé effectivement tout à l'heure. On sent que effectivement les sujets, notamment pour les fondations d'entreprise, ou en tout cas qui portent le nom de l'entreprise mécène, ça devient un sujet un peu sensible. On sent qu'on est obligé de se poser la question. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que suite à l'apparition de cette étude, on a eu pas mal de coups de fil d'entreprises qui disaient moi, j'ai mon positionnement finalement qui évolue. Ma communication, elle est complètement en décalage avec mon positionnement, qui je suis aujourd'hui, les programmes que je soutiens, qui j'ai envie d'être demain. Et on sent que les fondations ont préempté, vraiment assument beaucoup plus ce sujet du marketing et de la communication, du marketing dans un temps 1 et de la communication, parce que je ne me cache plus derrière les projets que je porte, même si c'est fondamental de les soutenir et de continuer à les porter. Mais au-delà de ça, moi j'assume qui je suis, mais pour ça j'ai besoin d'être alignée. Donc la première étape, c'est vraiment ce positionnement, de savoir qui je suis, quelle est ma vision du monde, quelle est ma mission d'intérêt général, quelles sont les valeurs que je défends. Qu'est-ce qui me singularise par rapport aux autres, et tout ça donc ça c'est pour moi le premier temps, et aujourd'hui on sent que c'est en tout cas une vraie demande, et il y a beaucoup de questions des fondations, et notamment qui se disent mais mon entreprise de plus en plus porte des sujets, alors pas forcément toute entreprise à mission, mais en tout cas qui se positionne de plus en plus sur où la RSE n'est plus à part mais au cœur du business model. Donc ma fondation, quelle place elle a ? Comment je fais pour que mes deux entités, parce que on sent que c'est fondamental, que c'est utile, que c'est nécessaire, mais à partir du moment où les deux combats finalement se rapprochent, comment je fais pour continuer d'exister ? Et c'est un vrai sujet, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de vous entendre parler aujourd'hui, mais on l'a vraiment ressenti au niveau du panel. Alors Samira, tu es déléguée générale de la Fondation TF1. Est-ce que tu peux me présenter en quelques mots la Fondation et ses grandes missions, s'il te plaît ? Alors, donc la Fondation TF1, que j'ai eu la chance de fonder pour le groupe il y a maintenant un peu plus de 16 ans. Donc, quand j'ai créé cette fondation, j'ai voulu tout de suite, effectivement, que cette fondation, d'abord, soit alignée avec nos problématiques de société et surtout impliquée et être en accord avec l'entreprise. Et donc, on a pris le parti pris de s'intéresser à l'insertion des jeunes issus des quartiers, en lien avec nos métiers, en lien avec nos collaborateurs, avec une implication très forte de positionnement, parce que on s'est dit, voilà, on ne va pas financer des structures associatives, on va porter des programmes au sein du groupe et faire participer justement ces structures associatives à nos programmes via les bénéficiaires qui seront bénéficiaires de tous nos programmes. Il y a toujours un côté un peu schizophrène lorsqu'on est dans la philanthropie et une fondation. Finalement, est-ce que la fondation n'existe pas pour donner un peu une bonne conscience au groupe TF1 ? Alors, ça, c'est ce que tout le monde dirait, et je dirais c'est le premier automatisme qu'on a, c'est de dire on va se donner bonne conscience. Si on devait se donner bonne conscience, on distribuerait uniquement de l'argent et on ne s'acharnerait pas à mettre en place, je dirais même à bouleverser l'entreprise, parce que je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai dû bouleverser l'entreprise en interne, parce que j'arrivais avec une autre manière de recruter, j'arrivais avec une autre vision à l'époque où TF1 était au-dessus de la sphère et où les banlieues ne l'intéressaient pas du tout. Après, voilà. Et moi, je suis arrivée avec mon bâton de pèlerin en se disant on a une responsabilité sociétale, parce que d'abord, on s'adresse à la population française, donc on ne peut pas avoir un double discours, celui de se dire on s'adresse à tous, et qu'en interne, en fait, on ne fait pas ce qu'on se dit, quoi. Donc, je peux vous dire que c'était pas facile, parce qu'on me regardait avec des grands yeux en se disant mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là, de quoi elle se mêle en plus, et puis en même temps, il y avait deux solutions, soit je partais, parce qu'à un moment donné, quand tu entends une fois, deux fois, trois fois les gens qui te regardent bizarrement en se disant mais de quoi tu te mêles, nous tout va bien chez nous, et puis encore plus à la RH, parce que bon, indirectement, je faisais quand même de la RH, même si j'avais pas la casquette. Et en même temps, si je bousculais pas les choses, peut-être 15 ans après, on serait encore dans le même état qu'on était il y a 15 ans. Donc, ma solution, ça a été de dire, je vais relever les manches. Alors, je sais que je n'aurai jamais de résultat dans 1 an ou 2. Donc, moi, je m'étais mis comme objectif dans 10 ans
dans 10 ans, tu vas commencer à semer le travail que tu es en train de faire en 2006. Et bon, il y a toujours des alliés, c'est ça qui est extraordinaire dans les entreprises. Il y a toujours des gens qui sont convaincus et qui vont te porter, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ceux qui étaient complètement hermétiques à ce que je disais. Il y avait à l'époque la direction générale qui te soutenait. T'avais à l'époque la direction générale qui te soutenait fortement. Alors exactement, j'avais cette chance-là. C'était à l'époque de Patrick Lelay qui me soutenait énormément. Donc, bon, j'avais l'aval du grand patron, donc c'est ce qui me permettait à moi de continuer à me battre. Mais c'était pas évident, quoi. Hein, c'était pas évident parce que, puis bon, je parlais une autre langue aux collaborateurs de TF1, quoi, qui n'étaient pas du tout concernés par ces problématiques et qui comprenaient pas au départ. Hein, et donc, aujourd'hui, 16 ans après, heureusement, je suis pas amnésique, hein, parce qu'on a l'impression que ça a toujours existé, quoi. Et aujourd'hui. Alors que le groupe TF1 renforce sa stratégie RSE, parle d'inclusion, se questionne sur les messages, la responsabilité d'un média aujourd'hui, est-ce que tu penses que finalement la fondation doit évoluer aussi dans sa position et dans sa communication ? Ah, complètement. Moi, je pense qu'une fondation, elle doit être vraiment, elle doit être complètement alignée avec son entreprise, quoi. En tout cas, moi, je vous dis ça, et en même temps, il y a 16 ans, quand j'ai monté la fondation et que je côtoyais certaines fondations, j'étais un ovni, quoi. Limite, je ne respectais pas, je dirais, la ligne directive des fondations. Tu es en train de me dire, non mais t'as rien compris, quoi. Une fondation, c'est pas ça du tout. Je dis, faites ce que vous voulez, mais pour moi, une fondation, elle doit être alignée avec son entreprise. Elle doit pas être carrément en décalage. D'ailleurs, on le voit bien, hein, souvent dans des fondations, les collaborateurs ne savent pas ce qu'elle fait, ne savent pas qui est à la tête de cette fondation, etc. On a l'impression que c'est une espèce d'ovni qui est en lien uniquement avec le chef, quoi, avec le patron, c'est tout. La danseuse du président sans introduction du rapport. Exactement, alors que pas du tout. Elle doit être incarnée par l'entreprise, par les collaborateurs. Ils doivent être fiers de cette fondation. Hein. Moi, combien de fois des collaborateurs sont venus me voir quand ils ont appris l'existence de cette fondation en me disant « Merci Samira, parce que enfin, pendant mes dîners, quand quelqu'un se mettra à massacrer TF1, je pourrais lui dire qu'enfin, il y a des choses qui se font, quoi. Parce que souvent, on n'a pas les outils pour se dire « Oui, mon entreprise, elle est engagée dans ça, elle fait ça, etc. » Donc voilà, donc j'ai contribué à mon humble niveau à faire que cette fondation soit alignée avec ce que nous faisons. Et puis surtout, voilà, une marque comme TF1, elle doit sortir. D'ailleurs, la première chose qu'on m'a demandé quand j'ai créé la fondation, on m'a dit mais quel nom elle va porter? Mais je dis TF1. Pourquoi il faut que je me cache en plus derrière un nom pour que les gens ne sachent pas que c'est TF1, quoi. Je dis au contraire, il faut s'assumer et il faut porter le nom, quoi. C'est la fondation d'entreprise TF1, elle doit s'appeler TF1, quoi. Je vois pas pourquoi elle s'appellerait Trucmuche ou quoi que ce soit, parce qu'elle doit justement incarner les choses, quoi. Sur le côté éponyme, peut-être, Charlotte, je ne sais pas si la question s'était posée à l'époque sur la Maison du Monde Fondation. Je sais que tu as intégré l'équipe récemment, mais est-ce que tu peux déjà nous présenter rapidement la fondation et puis ses grandes missions, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, là, en effet, moi, je suis arrivée à 6 mois à la Maison du Monde Foundation, donc j'ai moins l'historique. Je vais vous présenter la fondation, mais sur le nom, je peux rebondir là-dessus quand même. On a été créé il y a 6 ans par l'entreprise Maison du Monde, que vous connaissez certainement. On est aujourd'hui, on se focus sur la préservation des forêts dans le monde, dans les pays du Sud, et la préservation des arbres un peu partout, y compris en France. C'est une 50aine de projets qui ont été soutenus depuis le début de la fondation. On a une dotation d'à peu près 1 million d'euros par an de la part de l'entreprise, qu'on complète, et c'est une des forces aussi, je pense, de la Fondation Maison du Monde, qu'on complète via le don des clients en boutique qui peuvent arrondir leur achat à la caisse. Vous connaissez certainement Microdon et le système de l'arrondi en caisse. C'est à peu près 400 000 euros en plus. Voilà. Et juste pour rebondir peut-être sur le nom, aujourd'hui, on est un fonds de dotation, et c'est pour ça que certains ont peut-être vu qu'on est passé de la Fondation Maison du Monde à la Maison du Monde Foundation récemment. On est un fonds de dotation, on a changé de statut, et on pourra y revenir peut-être sur les évolutions des fondations, et le statut juridique en fait partie, et c'est pour ça qu'on s'appelle Maison du Monde Foundation, puisque nous sommes un fonds de dotation et qu'on a une vocation de s'étendre encore à l'international. Non, mais peut-être sur ce point-là, qu'est-ce qui a motivé l'évolution du statut ?
Alors, on était une fondation sous égide de la fondation Nicolas Hulot au début, qui nous avait apporté beaucoup d'expertise, beaucoup de réseaux, beaucoup de conseils qui étaient nécessaires à la structuration de la fondation et dans notre implication dans ces enjeux de biodiversité, de préservation des forêts. Au bout de 5 ans, le constat était qu'on avait envie de s'émanciper un peu de cette égide, de voler de nos propres ailes, maintenant bien insérés et nous sentant plus légitimes dans ce domaine d'intervention. Et la question s'est posée de savoir si on était une fondation d'entreprise, un fonds de dotation. Et un fonds de dotation, et je fais peut-être le lien avec l'étude et la raison d'être des fondations, nous permet des choses qu'une fondation d'entreprise permet moins, notamment de collecter des dons auprès des clients, auprès du grand public, auprès d'autres mécènes, de jouer peut-être même du coup plus collectif. Et toutes ces questions sont intéressantes aussi sur ce statut. En préparant l'entretien avec vous trois, je vous ai interviewé rapidement la semaine dernière et tous vous m'avez dit non mais finalement la stratégie de communication n'évolue pas tant. Et à la fin de notre entretien, vous m'avez tous dit non mais si, en fin de compte, il se passe ça, ça et ça. Et Charlotte, tu me disais, en fait, on va écrire un manifeste, ou je ne sais pas s'il a été écrit, et le fait même que la Fondation sente la nécessité d'écrire ce manifeste, c'est un questionnement sur notre positionnement en termes de communication. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Oui. Tout à fait, oui, c'est super intéressant et Samira, je te rejoins. La Fondation Maison du Monde a elle aussi été créée vraiment en alignement avec les engagements de l'entreprise, avec le cœur de métier de l'entreprise. Et finalement, aujourd'hui, c'est un proof point, c'est un élément fondateur de ce que veut être la société aujourd'hui et demain. Pour mentionner juste que Maison du Monde, en tant qu'entreprise, travaille également sur sa raison d'être. Et que finalement, en effet, la fondation, c'est une entité à part. Malgré tout, elle porte le nom de l'entreprise, elle est intégrée, on est une équipe, on se sent à 1000% salarié de l'entreprise, en tant qu'individu aussi, en tant qu'équipe. Et en effet, pendant l'entretien, ma réaction première était de dire, non, comme on est si aligné, et finalement que notre philosophie de début n'a pas évolué, on se pose évidemment plein de questions, on est en questionnement permanent, n'empêche qu'on est assez en phase avec ce qu'on voulait être depuis le début. Et malgré tout, à l'ère de la révélation de la raison d'être qui arrive là dans les prochaines semaines, nous aussi on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment d'affirmer nous aussi qui on est ? On a 5-6 ans d'historique, on se projette évidemment sur le long terme. Pourquoi pas se dire, on fait partie de la mission de l'entreprise. Et on va montrer qui on est. Et je rebondis peut-être sur le côté communication et marketing qui en effet, moi j'ai 10 ans de mécénat d'entreprise avant d'arriver chez Maison du Monde, et en effet c'est toujours l'équilibre entre est-ce qu'on doit parler de nous, mais de façon modeste, parce que sinon on va être critiqué, puis de toute façon c'est pas notre rôle, trop de parler de nous, il faut mettre en valeur nos porteurs de projets, tous ces questionnements. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu une tendance de se décomplexer de ça, et de se dire si on veut sensibiliser, si on veut faire du plaidoyer, si on veut rejoindre un peu ces 5 profils, il faut aussi qu'on parle de nous, qu'on s'affirme. Et donc c'est intéressant de se dire que ce questionnement et cette raison d'être de l'entreprise nous pousse aujourd'hui à en effet travailler sur un manifeste qui est complètement en cours d'écriture, et on n'a pas encore d'objectif de timing de publication, mais oui, c'est un exercice qui est intéressant. Alors. C'est ça. Rémi, tu es directeur opérationnel de la Mec.org Fondation. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le fonds de dotation, ses grandes missions, et puis surtout les passerelles avec l'organisation qu'on connaît, Mec.org ? Merci. Ah oui, avec plaisir. Donc, Mec.org Foundation, c'est le fonds de dotation. Tu es là pour ça. Pour le plaisir. C'est le fonds de dotation qui est rattaché à Mec.org et on a une mission qui est partagée par les deux entités, c'est de pouvoir transformer positivement et durablement la société. Donc quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on fait. On prend une thématique de la société, l'environnement, le handicap, comment lutter contre les violences faites aux femmes, et puis on va proposer à vous tous ici présents, mais une multiplicité d'acteurs, de nous rejoindre pour qu'en 3 ans, on arrive à créer un impact décisif. Alors, je me reconnais beaucoup dans la fourmilière ici. Donc, c'est la capacité à créer des clés de coopération multi-acteurs pour arriver à un plan d'action de 5 à 10 actions qui est porté par cet écosystème et qui répond à cet enjeu. Et donc, pour ce faire, on a une méthode un peu spécifique, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir. On invite tous les acteurs à nous rejoindre tout au long de l'opération, mais aussi en amont. Et puis, on va travailler sur une première étape qui est une consultation massive. On va aller inviter 10 millions de citoyens à nous rejoindre.
En moyenne, il y en a 500 000 qui arrivent et qui vont proposer des idées, qui vont voter sur les idées des autres. C'est cette étape, on appelle ça la consultation. Et ça donne une des premières clés de collaboration qui est de dire, OK, quelle est la volonté citoyenne? Quels sont les consensus plébiscités par les citoyens? Et à partir de ces consensus, on va travailler avec l'ensemble des acteurs pour concevoir ce plan d'action en évitant de réinventer la roue, loin de là, mais au contraire, en essayant d'identifier des interstices qui permettent des collaborations entre les acteurs qui n'ont pas l'habitude de collaborer ensemble. Des médias, des institutions, des associations, des entreprises et des citoyens pour arriver à ce plan d'action. Et puis la dernière étape, et qui est la plus longue sur ces 3 ans, qui dure plus de 2 ans, c'est la mise en œuvre. C'est le suivi opérationnel quotidien de l'ensemble de ces acteurs pour faire en sorte que leurs ressources, leurs efforts, leur énergie aillent dans la bonne direction, la direction qu'ils ont décidé ensemble avec les citoyens. Ouais. Non, et donc du coup, en fait, peut-être une particularité, c'est que Make.org, c'est une entreprise assez jeune, en fait, qui a été inventée et fondée il y a 5 ans, et qui a été inventée pour répondre à un enjeu de société. Donc l'origine de cette entreprise, c'est sa raison d'être, qui était de se dire comment on peut travailler sur les enjeux de la démocratie aujourd'hui. Entreprise qui est donc une civic tech. Et assez vite, il y a eu cette nécessité de créer un fonds de dotation, un véhicule qui soit en capacité de pouvoir assembler aussi des ressources pour permettre cet impact décisif. Puisque le constat de cette réalité qui était de se dire, mais en fait, la difficulté de la mise en impact décisif, elle est assez conséquente et qu'on n'y arrivera pas tout seul. Voilà. Mais justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est que Make.org, on va dire, est natif de l'engagement. La raison d'être était le projet entrepreneurial à la base. Du coup, est-ce que le fonds de dotation a vocation à exister par lui-même en termes de communication? Et au début de notre entretien, tu m'as dit non, finalement non, parce qu'on a un outil. Et après, tu m'as dit non, mais finalement, on a 2 logos. On a 2 images, on a potentiellement un site internet distinct et finalement c'est pas si simple que ça comme réponse et peut-être qu'on doit exister par nous-mêmes, bien sûr, à chaque fois au profit des projets qu'on va accompagner. Oui, parce que la chance qu'on a eue, c'est que moi, j'ai pas dû convaincre qui que ce soit en interne, parce que c'est eux qui nous ont poussé à créer ce fonds de dotation. Mais par contre, au bout d'un moment, en effet, on a commencé à créer nos propres supports, la propre marque Make.org Foundation. Et on l'a fait de manière assez pragmatique, dans le sens où c'était uniquement utile pour pouvoir atteindre cet objectif d'impact décisif. Et donc cette mise en visibilité de Make.org Foundation avec pour seule utilité de faire en sorte de rassembler davantage de partenaires. Parce qu'il y avait une incompréhension un petit peu en se disant mais d'accord, très bien, mais c'est de la philanthropie, comment ça fonctionne, vous êtes une entreprise, comment on arrive à vous rejoindre et à apporter des ressources conséquentes. Et donc la clarté donc c'est ce qu'on se disait la dernière fois, en fait finalement, donc maintenant on a notre propre site internet, notre propre visibilité qui est tout le temps rattachée à Make.org, mais qui est quand même là, qui est existante, elle a pour principale utilité de donner envie d'agir, qui était d'ailleurs un des essentiels que vous aviez montré. Voilà. Sur une des autres dimensions qui fait peut-être évoluer les positionnements aussi des fondations, Aurélia, tu en parlais tout à l'heure sur le renforcement de la culture de la preuve, des indicateurs et de la mesure et l'efficacité finalement des indicateurs. Comment est-ce que l'étude a aussi démontré dans les interviews que vous avez réalisées le fait que ce sujet, il faut qu'on mesure plus la réalité de nos impacts, évolue dans les préoccupations des fondations? Ah oui, j'en ai aussi beaucoup parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est un sujet qui, je pense, a encore besoin de beaucoup de pédagogie. On sent que pour certaines fondations, alors je vais reciter la Fondation Carasso parce que on les accompagne depuis de nombreuses années, donc on les connaît bien. Ils ont créé eux-mêmes leur propre outil d'évaluation. Donc ils ont à la fois des projets qu'ils soutiennent, mais ils ont créé leur propre programme. Et en fait, c'était difficile d'avoir une mesure d'impact juste et cohérente. Et en fait, ils ont créé, parce qu'ils aussi sont staffés pour, et puis ils avaient cette volonté aussi et cette nécessité de dire que finalement la mesure d'impact est nécessaire pour faire évoluer ma fondation, ma stratégie. On parlait, alors je vais mixer le sujet de la communication. Ils n'ont
ils ont 12 ans d'existence et en fait les 10 premières années ils n'ont pas communiqué parce qu'ils avaient besoin justement d'asseoir leurs fondamentaux, d'asseoir leur histoire, de montrer, on parlait de la culture de la preuve, de montrer leur champ d'action, des preuves concrètes d'existence avant de pouvoir communiquer. Donc ensuite, au bout de ces 10 ans d'action, ils ont créé ce qu'ils appellent leur MVV, mission, vision, valeur. Et à partir de ça, on a fait tout un accompagnement de branding pour les aider à sortir du bois et à communiquer au titre de la fondation. Et non pas des porteurs de projets. Et avec justement cette évolution et cette maturité, ça fait preuve d'une grande maturité, donc la mesure d'impact est arrivée de manière extrêmement structurante et évidente. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de le partager. C'est intéressant peut-être d'aller voir la Fondation Carasso, d'en discuter avec eux, dire comment vous faites, comment vous appréhendez ce sujet, comment finalement vous pouvez nous aider, nous, à grandir demain. Mais c'est un sujet qui est fondamental et je pense qu'il y a beaucoup de peur derrière ce mot d'impact et de mesure d'impact, avec une peut-être plus j'allais dire de transparence, mais en tout cas d'échange. Je pense qu'on arriverait à grandir tous ensemble sur ce sujet. Côté entreprise, les réglementations évoluent et depuis les années 2000, où on demandait aux entreprises du CAC 40 de faire un reporting sur leurs engagements, ça s'appelait un rapport de développement durable. La loi n'a fait que se renforcer, il y a des méthodologies, il y a des normes. Maintenant, c'est de plus en plus d'entreprises qui doivent tous les ans rapporter sur leurs sujets environnementaux, leurs sujets sociétaux. TF1, le groupe fait dans son rapport annuel, il y a 40 pages d'une déclaration de performance extra-financière avec de nombreux indicateurs. Est-ce que finalement, ça aussi, Samira, ça fait évoluer ton propre questionnement sur comment on mesure l'efficacité de nos actions et comment on rend compte, en termes de communication, comment on explique, qu'on rend compte par un rapport d'impact, par exemple, sur l'efficacité de nos projets? Oui, bien sûr. Moi, je pense que plus les années avancent et plus on se rend compte de l'importance de rendre compte, alors pas qu'en interne, mais aussi en externe et auprès de nos investisseurs. Hein. Et ça montre bien le signe que nos fondations, c'est plus la potiche de l'entreprise, mais c'est quelque chose qui fait avancer l'entreprise dans sa stratégie interne et externe, etc. D'où l'importance, voire même parfois, certains managers sont challengés sur des indicateurs propres, qui leur sont propres, pour développer certaines actions en interne avec leurs équipes, etc. Nous, on a, je sais qu'il y a 1 an ou 2, on avait pris le top 10 des grands managers et chacun avait une thématique RSE importante à développer. Et il avait un challenge d'1 an pour mettre ça en place avec ses équipes, etc. Donc ça engage tout le monde parce que sinon, si on les écoute, ils ont toujours du boulot, mais on en a tous du boulot. C'est comment à un moment donné de se dire que ces engagements sont aussi importants que le côté, je dirais, le travail quotidien qu'on a tous, chacun dans nos entreprises. Et puis, c'est comment les embarquer, quoi. Hein, parce que c'est aussi de se dire, voilà, on va embarquer tout le monde et tout le monde doit savoir ce que fait l'entreprise en dehors de son business, en dehors de ce qui va rapporter à l'entreprise pour lui donner, je dirais, un état d'esprit qui soit positif, quoi. Et Charlotte, même question sur la culture de la preuve dans la fondation, enfin dans le fonds de dotation. Oui, évidemment, c'est hyper important et peut-être pour compléter, mais c'est une évidence, c'est aussi pas juste pour nous rassurer, nous, sur ce qu'on fait de bien, mais c'est aussi pour apporter à nos partenaires sur le terrain, nos porteurs de projets, un financement, une méthodologie, un outil pour eux, en fait, renforcer encore leur efficacité sur le terrain. Enfin, je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, en effet, je rejoins le côté, parfois on a peur, parfois on se dit, on a de l'argent à donner. Est-ce qu'on doit l'utiliser pour mesurer ou est-ce qu'on doit l'utiliser pour faire des actions? Enfin, voilà, c'est tout l'enjeu de la mesure d'impact. Mais le parti pris de Maison du Monde Foundation, c'est vraiment, en effet, d'aller dans cet axe-là. Donc, nous aussi, on a développé notre propre méthodologie il y a quelques années, qu'on propose, du coup, à tous nos porteurs de projets au moment où on arrive à la fin d'un cycle de 3 ans, parce qu'on les soutient pour 3 ans, on s'inscrit dans la durée, et à la fin de ce cycle, on leur propose de passer par notre méthodologie.
On s'est rendu compte qu'elle était perfectible, hein, comme toute méthodo, et donc on soutient actuellement le réseau All for Trees, qui est un super réseau hyper dynamique et hyper efficace. Pour l'animation d'un groupe de travail, on s'est mis ensemble à plusieurs mécènes, des porteurs de projets, des chercheurs. On essaie de réunir un peu toutes les parties prenantes pour arriver à un référentiel d'impact sur voilà, les sujets qu'on connaît bien, que sont la préservation des forêts et de la biodiversité. Pour arriver voilà, à un outil commun, un référentiel d'indicateurs communs qu'on pourra porter auprès de nos porteurs de projets, des associations, et faire connaître d'un plus grand nombre. Et je trouve que la force de cette démarche, c'est aussi de faciliter la tâche des associations sur le terrain, de ne pas avoir 1000 méthodos et 1000 outils, mais de se mettre d'accord sur quelque chose d'assez consensuel. Et le faire ensemble le rend encore plus efficace. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Je vous ai entendu tous les trois lorsqu'on a préparé l'entretien sur la nécessité de fédérer avec d'autres fondations, d'autres structures, qui étaient même pour vous le devenir stratégique de certains de vos projets. Peut-être Rémi, sur ce point-là. Bah oui, pour reprendre les différents symboles, la fourmilière, on s'y retrouve beaucoup chez nous. Et une des clés de succès de collaboration, c'est cette mesure d'impact d'ailleurs. Nous, on croit en deux choses, et c'est ça qui fait que, si je prends des exemples d'actions, on a réussi à convaincre l'ensemble des chaînes télé de diffuser un dessin animé pour sensibiliser sur les stéréotypes filles-garçons, et que l'éducation nationale, en partenariat à ça, a distribué à l'ensemble des établissements scolaires des livrets pédagogiques. Bon, ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Ça fonctionne si on arrive à synchroniser les agendas de l'ensemble des parties prenantes, et on les synchronise grâce à deux clés. La première, nous, on pense, c'est la légitimité citoyenne. Donc c'est de partir sur les consensus plébiscités des citoyens qui légitiment en fait l'axe de travail collaboratif. Et puis la deuxième, c'est l'impact. C'est la priorisation du besoin de la société et de déterminer ensemble quels sont les leviers d'impact qu'on va pouvoir activer pour réussir, encore une fois, ensemble, à avoir l'impact le plus important. Est-ce qu'il y a un projet en cours, une initiative que vous voulez partager avec l'audience? Samira, tu me parlais de Tous en stage, par exemple. Alors, effectivement, Tous en stage répond à ce que vous venez de dire sur le fait de fédérer plusieurs acteurs. Je pense que c'est aussi ça notre rôle de fondation, c'est maintenant pouvoir permettre de fédérer des programmes qui fonctionnent et les partager et y donner la puissance qu'on peut tous avoir en y allant, si bien sûr ça rentre dans nos stratégies. Et effectivement, il y a 7 ans, on a créé, alors au début je l'avais incubé, alors c'était pas le mot incubé, c'était dans la fondation, donc un programme autour des stages de 3e pour les quartiers populaires, en revisitant complètement le stage qui pour nous était, je dirais un peu le stage discriminant pour ces jeunes-là. Et donc, on y a réfléchi à un concept en se disant, on va faire du stage collectif inter-entreprise. Donc, c'est des groupes de 20 élèves qui, tous les jours, vont changer d'entreprise. Donc, déjà beaucoup plus fluide pour nous, entreprises, pour accueillir, beaucoup plus simple à organiser. Et puis, une diversité de métiers et d'entreprises pour ces jeunes-là. Et donc, il y a 7 ans, je réunis une dizaine de boîtes en leur demandant pourquoi ils n'accueillent pas ces jeunes-là. Alors, bien sûr, les réponses, on les connaissait. C'est les enfants des collaborateurs, de nos clients. Et puis, quand bien même on veut faire, on ne sait pas faire, on n'est pas outillé, on ne sait pas comment s'organiser. Et puis si on appelle un collège et qu'on s'appelle Total, ils risquent de penser qu'on vient faire de la pub. Donc il y a aussi ça, c'est l'image qu'on dégage en tant qu'entreprise. Et nous, les premiers, quand on s'appelle TF1 et on essaye de le réduire grâce à des actions. Et l'idée, ça a été de se dire, au lieu de le faire tout seul au sein de la fondation TF1, on va le partager. On a testé. Ça a vraiment marché, et je dirais même plus vite qu'on l'imaginait. Et quand j'ai vu l'engouement des entreprises et des collèges vis-à-vis de ce concept, rapidement, en fait, on l'a gardé 1 an à la fondation. Et au bout d'1 an, j'ai réuni tout le monde en disant, écoutez, il faut y mettre un petit plan économique aussi, financier, pour ce programme-là. J'imagine que si demain je devais demander aux autres entreprises de verser à la fondation, d'abord légalement on n'y a pas le droit, il aurait fallu monter un fonds de dotation, et donc on a créé une association tout simplement où on est tous adhérents, et donc on porte ce programme depuis 7 ans qui aujourd'hui réunit 150 entreprises de toute taille et qui a permis à 4000 jeunes de faire un stage de 3e dans ces termes-là sur toute la France et l'outre-mer. Donc vraiment un partage, je dirais, d'expérience, de connaissances
ces 2 programmes. Et aujourd'hui, voilà, c'est un programme qui fonctionne parce qu'on s'est tous mis autour de la table et qu'on a compris que c'était un projet d'intérêt général, quoi. C'était pas un projet pour TF1, parce que nous, on le faisait depuis des années, mais à une échelle qui était la nôtre. Mais l'idée, c'était comment on amplifie ça pour que justement il y ait beaucoup plus d'entreprises. Et puis après, Emmanuel Macron a parlé de la loi Pacte, et ça n'a fait que exploser l'adhésion des entreprises qui avaient besoin rapidement de mettre en place des actions RSE. Et c'est vrai que le stage de 3e, c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en place dans une entreprise, etc., à partir du moment où on ouvre ses portes. Merci. Avant de passer le micro dans la salle, j'imagine qu'il y a des questions. Est-ce que l'un d'entre vous a une question à poser à un autre panéliste qu'on n'aurait pas évoqué ensemble? Alors moi, j'aimerais bien te poser une question, puisque je parlais des jeunes. C'est comment vous embarquez les jeunes sur la plantation des arbres, par exemple, ici en France, parce que c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait. Nous, on a plein de jeunes. Pourquoi pas demain leur demander de venir planter des arbres, et encore plus dans ce programme de Tous en stage. Ça peut être quelque chose où on pourrait sensibiliser les jeunes à l'environnement et justement à la prise de conscience. Alors Charlotte. Excellente question, merci. Alors, sur ce point précis, pour la plantation des arbres, alors plusieurs choses. En effet, nous, Maison du Monde Foundation, on a une double vocation, celle d'être une fondation distributive. Voilà, on est bailleur de fonds pour des projets. Donc, c'est via nos partenaires qu'on met en place ces actions. Mais on a aussi un volet opérateur, en fait. On crée aussi des événements de sensibilisation. En juin, on a un événement qui s'appelle Aux arbres, qui a pour vocation de rassembler plein de parties prenantes et le grand public sur la thématique des arbres, de les aider à se reconnecter à l'arbre et à agir pour leur préservation. Et donc finalement, par ces 2 biais-là, on a un lien avec des adultes et des enfants. On a eu un événement Aux arbres les enfants qui, en effet, emmenait les enfants dans les forêts juste avant le Covid, donc en 2019, il y a 2 ans. Tout ça pour dire que via certains projets qu'on soutient, on favorise l'intégration des arbres et l'intégration des enfants et la jeunesse en reconnexion avec la nature en France. Donc je pourrais donner des exemples de projets qu'on soutient là-dessus. Et via des événements comme celui que je mentionne, notamment Aux arbres, on emmène, alors là c'est des adultes, des parents et leurs enfants s'ils le veulent, planter des arbres sur le terrain avec nous, et notamment avec le Fonds pour l'arbre et la fac agroforesterie que tu mentionnais, Aurélia. Par exemple, en fin novembre et début décembre, les personnes qui ont participé à l'événement Aux arbres en juin dernier, on les amène sur le terrain planter des arbres. Voilà. Et j'en profite pour mentionner une autre chose, parce que je rebondis là-dessus. Je sors de 2 jours de rencontres pour la planète avec le collectif 1% hier et avant-hier à Paris, qui était un événement extraordinaire. C'est un collectif hyper dynamique, et que je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à aller chercher sur leur site web. Il y a plein d'informations. Et ce qui est très fort, et je vais faire le lien avec la plantation d'arbres avec les enfants, c'est qu'on est plein de mécènes, plein d'associations qui pitchent leurs projets, et on se met d'accord entre nous collectivement de savoir comment on finance les uns les autres, comment on se met d'accord pour ensemble arriver à un financement complet qui va mener le projet à bien. Et les 2 projets qu'on a choisis sont, à titre personnel, Maison du Monde Foundation, sont liés aux enfants et aux plantations d'arbres. Voilà. Donc je sors de là, et en effet, c'est une vraie thématique qu'on apprécie particulièrement. Alors, les questions pour la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes? N'hésitez pas à lever la main. Là-bas, monsieur. Présentez-vous et puis... Lève même. Eh oui. Bonjour à tous, Benoît Ploquin du cabinet Coris. On travaille nous sur les thématiques d'études de mesures d'impact. Et j'avais une question pour la fondation TF1. On a bien compris que vous aviez un impact donc sur les bénéficiaires finaux qui peuvent être les jeunes stagiaires ou plus globalement les personnes que vous allez aider à trouver leur place dans l'entreprise. Mais je me posais la question sur l'étude d'impact que vous pouvez avoir en interne sur le groupe TF1 et même sur vos parties prenantes, d'autres entreprises que vous pouvez influencer d'une façon ou d'une autre. Voilà, si vous aviez un peu un retour d'expérience là-dessus, si c'était quelque chose que vous mesurez, que vous étudiez, sur lequel vous travaillez, et voilà, ce que vous pouvez en tirer. Alors effectivement, à mon insu, la RH a pris, a
a sollicité une boîte, il y a 5 ans, je crois, 5 ou 6 ans, une entreprise pour mesurer l'impact interne sur plusieurs thématiques, dont la fondation. Mais je ne le savais pas. D'accord. Tant mieux, comme ça au moins. Et donc, il y a eu ces enquêtes directes qui ont été faites. Donc, ce n'était pas un truc qui était ouvert à tous, sinon je l'aurais vu sur l'intranet. Hein. Donc, les gens ont été ciblés, ils ont appelé, machin, etc. Et puis ensuite, j'ai été convoquée par, une fois qu'il y a eu le bilan, le résultat de cette étude, j'ai été convoquée par la personne qui a porté ce travail pour nous en interne. Donc moi, je ne savais pas pourquoi il me convoquait, je ne savais pas qui c'était. Je fais bon, ok. Donc j'arrive, il me dit bonjour, voilà, je voulais vous dire que nous avons mesuré l'impact de la fondation. Je dis ah bon, je ne suis pas au courant. Il me dit ben non, en fait, voilà, c'est la DRH qui l'a commandé, mais il y avait plusieurs thématiques, dont la fondation. Et voilà, et je voulais partager avec vous quelque chose qui m'a assez impressionnée. Je lui ai dit, ah bon, quoi? Je me suis dit, punaise, qu'est-ce qui va me sortir? Celui-là, il y a quelqu'un qui a dit un truc, je ne suis pas au courant. Et il me dit, écoutez, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Et c'est la première fois où, quand je dis juste le mot fondation, tout le monde me sort votre prénom. Mais vraiment tout le monde, hein. Non seulement le prénom, mais en plus ce que vous faites. Ce qui est hyper rare, quoi. Souvent, les collaborateurs bug, ils savent pas, ils imaginent des trucs, etc. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'était hyper flatteur parce que je me dis, voilà. Après, je sais d'où vient ce résultat. Moi, je suis sur le terrain tous les jours. Les collaborateurs, je les côtoie tous les jours, que ce soit à la cantine, à la cafette, dans les couloirs, etc. Donc, parfois, quand je pars de mon bureau, je reviens au bout de 2 heures, mais pas parce que j'ai traîné à la cafette, parce que je croise des collaborateurs qui m'interpellent ou que j'interpelle parce qu'ils font partie de mes programmes, etc. Et en fait, le fait de les faire participer à tous mes programmes, indirectement, ils deviennent mes ambassadeurs en vérité. Et c'est eux qui, grâce à eux d'ailleurs, que d'autres m'appellent en me disant « Oui, un tel m'a parlé, il est parrain, il est tuteur, il a participé à tel un truc, etc. » Donc voilà, donc je pense que c'est aussi notre présence à nous, équipe de fondation, sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, c'est auprès de nos collaborateurs, de les sensibiliser. Moi, j'ai jamais eu en 16 ans un collaborateur que j'ai sollicité qui m'a dit « Ah non, franchement, j'aurais trop aimé, mais je suis débordée, quoi. » Et souvent, je prends ceux qui sont très débordés normalement, c'est-à-dire les grands patrons, là, qui souvent ont des agendas où on ne peut plus les solliciter. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je les appelle pour quoi que ce soit comme programme, c'est presque s'ils avaient gagné au loto, quoi, en fait. C'est presque une reconnaissance. Je crois qu'ils ont intérêt à te suivre. Je crois qu'on peut difficilement te refuser quelque chose, Samira. Et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas vraiment surpris par la réponse. Et on pourrait ouvrir aussi tout un sujet sur l'incarnation du projet dans la fondation. Exactement. Je pense que tu incarnes déjà aussi beaucoup de choses, toi. Peut-être une autre question dans la salle, s'il vous plaît, au fond. Bonjour, je suis Nathalie Prieur du groupe Avril. Vous m'entendez bien? Je ne m'entends pas bien. Alors je vais rebondir sur la réponse que vous venez de faire et je l'ouvre à d'autres personnes autour de la table. Ça concerne l'engagement des collaborateurs. Quelles sont les modalités que vous avez mises en place, avec quels résultats et éventuellement quelles difficultés au fil des années? Merci. Merci pour la question. En effet, c'est un énorme enjeu et bravo Samira parce que c'est un vrai challenge. Mais parce que voilà, ça dépend du secteur, ça dépend de la façon dont les collaborateurs. Voilà, nous on a une entreprise de retail, donc on a des employés dans les entrepôts, on a des employés dans les magasins, tout un réseau dans différents pays, donc c'est difficile de toucher tout le monde, de sortir sur le terrain, ça voudrait qu'on passe notre vie sur les routes en fait. Donc voilà, ça dépend aussi de l'organisation de l'entreprise. Mais oui, c'est un réel enjeu. Alors, pour donner des exemples concrets, par exemple, les projets qui passent à l'arrondi en caisse, dont je parlais tout à l'heure, ce sont les salariés qui votent et qui choisissent les projets qui passent à l'arrondi en caisse. C'est une façon pour nous de montrer les projets dont ils peuvent être fiers aussi parce que c'est grâce à eux qu'on les soutient. Et en plus, donc ils ont vraiment le sentiment d'appartenir à une prise de décision. Et en plus, comme ce sont eux qui vont en parler ensuite aux clients en magasin, ça leur permet de rentrer dans les projets via une mobilisation forte. Donc c'est un des exemples qui nous permet vraiment de toucher un maximum de personnes. Et puis je parlais de l'événement aux arbres en juin. Évidemment, on le décline en interne. Cette année, en 2021, en juin, on a développé un challenge via une application qui leur permettait de compter leurs pas en marchant. Voilà, c'est
un process assez classique, mais qui a très 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 bien fonctionné. Donc pendant plusieurs jours, en équipe, ils comptaient leurs pas, et à la fin, plus on faisait de pas ensemble, et plus la fondation s'engageait à soutenir des projets. Donc voilà, ce sont plusieurs exemples concrets qui nous permettent, via nos challenges à nous, qui sont surtout celles d'un maillage territorial assez déployé, de toucher tout le monde et avec différents profils. Rémi, tu voulais répondre, puis Aurélia après? Oui, très rapidement, les partenaires de ces coalitions autour de ces thématiques ont eu une demande assez forte, c'était de se dire mais comment on peut engager aussi nos collaborateurs à travers votre mécanisme, donc on a dû se mettre en capacité de pouvoir proposer quelque chose qui est porté par la direction RH ou la direction de communication pour les collaborateurs. Et donc du coup on a proposé une échelle d'engagement de la consultation à je donne mon avis à j'arrive, je peux participer à la conception des projets, à la même, je participe à la mise en œuvre des différents projets. Et c'est cette échelle d'engagement qui va nous permettre notamment de pouvoir mobiliser 400 000 citoyens, dont une grande majorité sont des collaborateurs des entreprises partenaires. Voilà. Oui, je pense à un autre exemple que j'ai pas mentionné, mais que j'invite beaucoup les fondations, les entreprises à faire aussi, qui fonctionne très bien et qui est très 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 fort dans l'esprit Maison du Monde. C'est celui des congés solidaires. Donc on propose aux collaborateurs de les emmener sur le terrain, parfois à l'autre bout du monde. Donc c'est une certaine organisation, c'est un certain montant à financer, mais c'est hyper fort. Pendant une semaine ou 10 jours, ils sont plongés au cœur des associations, des projets de terrain qu'on soutient, et ils reviennent. Donc c'est forcément une petite partie des collaborateurs sur un temps ponctuel, mais ça leur change la vie vraiment. Ils reviennent, c'est les meilleurs ambassadeurs ensuite pour parler de la fondation, ils sont hyper fiers de leur entreprise par ce biais-là. Donc voilà, j'invite, je pense que finalement pour les collaborateurs, mais comme pour tous les publics en fait, plus on vit les choses, plus on va sur le terrain, plus on rencontre les personnes qui mettent en œuvre ça, plus derrière on en parle et plus on en est fier. Donc voilà. Là, je fais appel à mon ancienne casquette. Chez Yves Rocher, à l'époque de la fondation, c'était un enjeu, en fait. 16 000 collaborateurs à travers le monde, 500 magasins en France. Alors, je ne me rappelle plus des chiffres au niveau international, mais tout un réseau à embarquer, parce que le succès des actions de la fondation, elle était aussi soutenue par les collaborateurs. Donc, les deux programmes phares, que ce soit Plantons pour la planète et Terre de Femmes. Donc, Terre de Femmes, ce sont des jurys. Et donc, pour réaliser ces jurys, on faisait appel aux collaborateurs, aux volontaires, et donc chaque année ça tournait, donc les collaborateurs pouvaient choisir les projets à soutenir pour la marque, pour la Fondation Yves Rocher. Et pour le programme Plantons pour la planète, c'était un maillage donc territorial où on organisait à l'époque un tour de France, donc on le faisait en France mais aussi à l'international, où on embarquait à la fois les magasins concernés par un spot de plantation et des collaborateurs. Donc ensemble, on allait planter des arbres sur le terrain, on rencontrait les porteurs de projets, on retournait en boutique, on faisait un petit pôle, la directrice du magasin nous accueillait, enfin, c'était très, très, très sympa, mais surtout c'était très engageant, très impliquant, et on a embarqué des centaines de collaborateurs dans cette démarche. Donc c'était pas sous format de mécénat de compétences, c'était plus du bénévolat. On ne l'avait pas traduit à l'époque en avantage fiscal, pour être transparent. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais en tout cas c'était un des leviers, une des clés de réussite des projets, c'était vraiment l'implication des collaborateurs. Une dernière question dans la salle? C'est toujours comme ça, la dernière. Une avant-dernière question dans la salle? C'est pas moi qui ai décidé. Bonjour, je suis Christelle Peignon, responsable mécénat à la Fondation d'entreprise UP. Et vous parliez d'engagement, d'embarquement et de projets à multipartenariaux. Comment vous réussissez aussi à embarquer des partenaires pour plus d'impact sur un même projet? On sait que ça prend du temps, l'engagement. J'imagine que fédérer autour d'un projet avec des externes, ça prend aussi beaucoup de temps pour convaincre. Qui souhaite répondre? Je peux vous apporter quelques éléments de réponse avec des exemples les plus concrets possibles. Oui, ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça que c'est des dispositifs en 3 ans et qu'on démarre dès le début où on travaille sur une thématique. Donc toutes les entreprises dont leur raison d'être résonne avec cette thématique vont lever la main en disant nous, on est déjà prêt à collaborer, on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais on va y aller avec vous. Et ensuite, la cristallisation se fait sur les projets assez concrets. Donc je vais vous en citer 2 pour les illustrer.
Le premier, c'est Mes mots de vie. Ça a été un dispositif pour accompagner les femmes victimes de violences à donc déposer sur une application ce qu'elles vivent. Ça leur permet de sortir du déni et puis de créer un faisceau d'indices pour le dépôt de plainte. Eh bien, à ce moment-là, quand l'action a été cristallisée avec des partenaires qui ont travaillé aussi à la conception, on a plusieurs fonds. Donc, on a le Fonds pour L'Oréal des femmes, on a eu le Fonds du civisme citoyen de Facebook, on a eu la Fondation Primonial qui, eux, se sont dit « Ok, très bien, nous, on est prêts à pouvoir financer ce projet ». Mais ce projet n'a pas eu uniquement la nécessité d'avoir ces 3 partenaires, ça a été aussi d'aller chercher la police nationale, la justice, l'ordre des médecins, pour la distribution en fait de cette application. Et puis aussi parce qu'il y a un caractère technologique derrière, des entreprises comme Accenture, comme Wavestone, avec l'association Sherit, qui ont dit nous on peut s'occuper en fait de ces dimensions. Donc 2 éléments de réponse. La première, c'est de s'aligner en fonction de sa raison d'être avec la thématique. Là, c'était la lutte contre les violences faites aux femmes. Le deuxième, c'est en fonction de ce que les partenaires peuvent apporter. Ça peut être du financement, ça peut être de la compétence, ça peut être de la prescription. Et oui, le temps il est long, ça nous a pris 3 ans pour pouvoir faire ça, avec une temporalité différente au moment où les partenaires ont levé la main en disant « je vais m'y intégrer ». L'élément central, c'était l'association qui est France Victime, qui portait ce dispositif, qui était les premiers. Sans un porteur, on ne peut pas faire grand-chose, et qui a permis d'assembler ces différents positionnements. Allez, la dernière question. Et de toute façon, après, je pense qu'il y a une visite pour ceux qui le peuvent et le souhaitent. Et puis, je pense qu'on pourra se prendre un petit café. Et bien sûr, les panélistes ne vont pas disparaître. Merci. Je vais essayer d'être rapide. Isabelle Boudard pour Monoprix. J'avais une question sur la gouvernance, en fait, sur l'émergence de cette raison d'être. Comment est-ce que les fondations sont intégrées d'après est-ce que vous avez interrogé les fondations sur l'organisation interne, en fait, pour faire émerger cette raison d'être et comment les fondations sont intégrées à ce travail et qui pilote, en fait, ce travail dans les entreprises, entre la RSE, la stratégie qui est développée là-dessus. Merci. Sur l'évolution de la gouvernance ? On n'a pas vraiment traité ce sujet. Le champ était assez large, donc la gouvernance n'a pas été vraiment étudiée. Ce qu'il en ressort, c'est que donc il y a de plus en plus de direction de l'engagement. Peut-être que tu pourras en parler, Benjamin, sur finalement la RSE en tant que telle évolue et on a plus affaire aujourd'hui à des directions de l'engagement qui intègrent à la fois la fondation et la RSE, mais plus en matière d'indicateurs, sur des sujets très très techniques. Et après, il y a toute typologie de gouvernance. Il y a des fondations qui peuvent être attachées directement au président des groupes. On a des fondations qui sont rattachées à la communication, d'autres fondations qui sont rattachées aux directions RSE. Donc après, c'est vraiment à la volonté, à mon avis, c'est vraiment la volonté en général des équipes, des fondations, de s'entourer des bonnes personnes pour réussir justement à travailler ce sujet. Mais c'est difficile, à mon avis, de travailler sans les dirigeants des entreprises, notamment sur des sujets aussi importants. Vous voulez peut-être réagir ? Juste pour rebondir, en effet, au-delà des gouvernances qui sont en effet très spécifiques et diverses, en effet, au moment d'une raison d'être d'une entreprise et voire d'une raison d'être d'une fondation, il faut intégrer tout le monde, peu importe la gouvernance finalement. Oui, nous pareil. Donc nous, depuis la création de la fondation, et pourtant j'ai eu 3 présidents, ça a été toujours gouverné par le président qui intégrait le groupe TF1, d'abord pour appliquer la même stratégie, et ça c'était important aussi. Et puis après, c'est qui on met à l'intérieur, qui va faire que cette fondation va fédérer sur tous les plans. Donc moi, j'ai à mon conseil d'administration tous les managers du COMEX, ça c'est important, parce que ce qui me permet à moi ensuite d'aller beaucoup plus facilement dans les filiales quand je dois porter un projet bien précis qui concerne cette filiale. Les syndicats aussi, important. Ça, c'est hyper important aussi parce que moi, là, quand j'ai créé cette fondation, c'est les premières personnes que j'ai rencontrées pour expliquer la démarche de cette fondation au sein du groupe. Merci. 10h30, 00. Donc, pour ceux qui le souhaitent, une petite visite est planifiée et je pense qu'on peut se reprendre un petit café. Merci à tous, merci aux panélistes. Merci.